l'histoire commence il y a une bonne centaine d'années maintenant avec l'observation de globules rouges de forme anormale chez un patient unique vu en cardiologie pour des problèmes à la fois pulmonaires et cardiaques. Il était 20 ans, antillais, et donc il y a description, la première description, vous voyez, des dessins à la main des globules rouges déformés. Suivante. Son patron reprend l'observation et la publie en 1910, d'ailleurs sans mentionner son élève, le premier découvreur, et puis ça fait un article princeps pour cette situation clinique, sur un cas isolé. Allons-y. Alors, bien entendu, les cellules falciformes, comme je vous en voyais une ici, qui est un peu exceptionnelle, parce qu'elles n'ont pas toujours cette forme aussi, elles existent au sein d'une population de globules rouges qui ont des allures tout à fait normales. Et donc, ce patient retourne à Grenade muni de son diplôme de chirurgien dentiste, et malheureusement, très vite, il meurt d'un syndrome thoracique aigu en 1916, vous voyez, quelques années seulement après. Et diapositive suivante, on a encore le témoignage de sa personne à travers une vieille tombe qui existe à l'époque. Il avait donc 32 ans. Diapositive. Et donc, si on avance un petit peu dans la transmission, vous voyez que cette maladie, elle n'est pas d'abord conçue comme génétique. C'est un cas isolé dont on ne connaît pas le mécanisme et qui a simplement des caractéristiques phénotypiques très particulières. Entre 60 et 80, il y a une sorte de prise de conscience, et là, je pense que je rejoins ce qui a été dit par Léon, avec les considérations sur la connaissance de la maladie telles qu'elles ont longtemps existé de façon empirique en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Diapositive. Alors, la notion de transmission et donc de maladie génétique, la drépanocytose a un peu toujours fait la course en tête dans le domaine de la génétique. Elle remonte à 1917 quand M. Emel prouve que chez le père d'un enfant atteint de la maladie, il est susceptible de provoquer des falciformations. En fait, c'est très simple. Quand on fait un frottis isolé de l'oxygène, au bout d'un certain temps, les globules rouges falciforment. Diapositive. Et donc, vous voyez, ensuite, on avance à un relativement grand pas. En 1927, on montre donc ce lien entre falciformation et hypoxie cellulaire, et que, d'autre part, c'est l'hémoglobine qui est en cause, parce que les globules rouges privés d'hémoglobine ne falciforment pas. Et on arrive tout de suite à 1940 en montrant que cette falciformation augmente fortement la viscosité sanguine, et ceci étant dû à la biréfringence, c'est-à-dire la formation de fibres d'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges, ce qui n'existe absolument pas normalement. Et donc, le mécanisme premier fondamental de la drépanocytose est bien sûr évoqué à travers cette augmentation de viscosité. Diapositive suivante. Dans la même époque, on apprend l'électrophorèse en milieu liquide est inventée. Diapositive suivante. Et ça permet à Linus Pauling et Itano, Singer et Wells l'anomalie de l'hémoglobine en électrophorèse, en montrant que l'enfant malade a un pic d'hémoglobine qui est décalé en termes de migration par rapport à l'hémoglobine A, et que les parents sont hétérozygotes, c'est-à-dire ont les deux variétés d'hémoglobine. Et donc, on rentre comme ça de plein pied dans ce qu'on a appelé la médecine moléculaire, la molecular pathology. Diapositive. Voici ce monsieur, Linus Pauling, qui est un monsieur qui est quasiment francophone, vous voyez, français, avec son béret, il manque juste la baguette de pain. Et d'autre part, il démontre les aspects structuraux de l'affaire. Enfin, il commence à les initier, en tout cas, l'explication. Diapositive. Et puis, on a un chercheur anglais, Vernon Ingram, qui, lui, montre qu'effectivement, il y a
à l'intérieur de la protéine qui est coupée en petits morceaux, il est découpé un petit peu comme du jambon, du salami, là, ou de je ne sais pas quoi, et qui montre que ce fragment de cette hémoglobine est décalé chez les malades. Et il montre que c'est ce fragment qui est le premier peptide de l'hémoglobine, de la chaîne bêta de l'hémoglobine, est donc muté, et il trouve que la mutation est en position 6, l'acide glutamique transformé par une valine. Donc là, on a vraiment les bases de la pathologie moléculaire. Diapositive suivante. Et Max Perutz, qui lui-même a eu le prix Nobel pour la compréhension de la structure du fonctionnement de l'hémoglobine en 1960, il montre que l'hémoglobine est repliée sur elle-même autour de l'hème, et que dans la partie N-terminale, c'est-à-dire l'endroit où il y a la mutation S, est externe, pardon, c'est ici, est externe, et peut entrer en contact alors, à l'intérieur des fibres de l'hémoglobine S, désoxygénée. Voilà, et puis pour cette histoire de la drépanocytose, on arrive dans les années 60. Les années 60-80, pour ceux qui ont un certain âge, c'est la belle époque. À ce moment-là, c'est une maladie qui était pratiquement connue par très très peu de médecins et peu de scientifiques. Dans cette période-là, si vous vous rappelez bien, en Amérique, c'est la conscience négro-africaine qui entre en mouvement. Il y a des revendications pour des droits civiques et tout, etc. Et un groupe qu'on appelait le Black Panther se rend compte que les Noirs étaient porteurs d'une maladie qui faisait, quand il y avait des pilotes noirs, ils allaient dans des espaces très, très élevés, ils avaient des malaises, des complications et tout. Ils veulent en faire un problème de santé publique. Et à Chicago, on a créé alors à ce moment-là le premier centre de dépistage et de prise en charge de la drépanocytose qui a été créé par ce noir que vous voyez sur cette image de cette diapo que nous avons empruntée de notre ami Jacques Kenyon. Vous savez, dans cette époque dure, il y avait ceux qui ont mon âge, James Brown, Luther King, Cassius Clay, Malcolm X, etc. Une belle époque. Hein. Quand j'en parle à mes enfants, je leur dis toujours « Black is beautiful », c'était notre belle époque. Et après, c'est très important de relever que dans cette période-là, il y a des élections. Et le président Nixon se rend compte que parler de la drépanocytose, ça signifie avoir son électorat noir de son côté. Et il crée à ce moment-là un décret qui fait que la drépanocytose est considérée comme une priorité nationale. Diapo suivante. Et alors, entre-temps, qu'est-ce qu'il y a dans les autres pays africains? On voit déjà, par exemple, qu'en 1952, au Congo, on a décrit la drépanocytose. Ce que je voulais juste dire, Frédéric, puis je te laisse la parole, c'est qu'on avait trouvé une prévalence de 2% chez les nouveau-nés en République démocratique du Congo, et la prévalence dans la population adulte du trait AS était de 25%. Nous, il y a une dizaine d'années, nous avons fait une étude sur plus de 30 000 nouveau-nés dépistés. Nous avons trouvé une prévalence pratiquement semblable. 1,7% de nouveau-nés sont homozygotes et les nouveau-nés hétérozygotes sont de l'ordre de 17%. Et cette différence entre 17 et 25%, elle est due à ce qu'on appelle la pression sélective de la malaria. Frédéric, je te laisse la parole pour continuer. Oui, merci Léon. L'hypothèse d'une origine monocentrique, elle est vivement combattue parce qu'on trouve qu'il y a des différences au sein du locus bêta-globine qui contredisent cette possibilité. Et d'autre part, que la répartition de ces polymorphismes du locus bêta-globine sont géographiquement distinctes. Ce qui permet de classer les origines de la drépanocytose en gros en 4 sites primitifs, la région centrafricaine, la région dite béninoise, mais avec toute son expansion transsaharienne, et puis la région sénégalaise, et enfin une origine tout à fait distincte en Inde.
avec de très importants foyers de drépanocytaires en Inde et qui n'ont aucun lien, a priori, d'origine proche, en tout cas, avec les populations africaines. Donc, pourquoi cette origine multiple? Eh bien, parce que la mutation S offre effectivement une protection presque incroyable et inespérée contre l'agent du paludisme et en particulier contre les formes graves du paludisme. Tout ça étant lié au début de l'agriculture et à l'arrivée des infestations par les moustiques et également par les parasites plasmodiens. Donc, diapositive suivante. Et ça, on arrive à une situation actuelle avec des zones d'hyperfréquence de l'hémoglobine S en Afrique centrale et avec de relatives décroissances vers l'Afrique de l'Ouest et vers l'Afrique du Nord et des zones de très haute fréquence également dans les zones indiennes dont on a déjà parlé, avec le cas particulier de l'Arabie saoudite qui, sur son versant oriental, a plutôt une influence indienne et sur son versant occidental, une influence de drépanocytose africaine. Donc, on a parlé de la résistance au paludisme, donc j'accélère, diapositive suivante. Et puis ensuite, évidemment, le monde n'a jamais arrêté de migrer. Je parle des populations humaines, hein, depuis les périodes très, très, très anciennes jusqu'aux périodes les plus modernes. Les migrations, c'est un fait universel et permanent, et avec des histoires d'émigration, naturellement, qui sont liées à différents facteurs économiques, et sociaux, et culturels, etc., et qui font que, évidemment, le Nouveau Monde a été peuplé de populations d'origine africaine, contre leur gré, bien entendu, mais c'est quand même une migration massive et qui a amené la présence de la drépanocytose tant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, etc. Et puis, bien sûr, dans le bassin méditerranéen, compte tenu de la très grande ancienneté des liens, des échanges de population entre l'Afrique et l'Europe. 300 000 naissances par an de drépanocytaires homozygotes, hein, c'est peut-être un chiffre à réviser à la hausse assez rapidement. Mais malheureusement, la plupart de ces naissances ont lieu dans des pays à bas revenus, comme le Nigeria, la RDC, l'Inde, en tout cas les régions d'Inde où il y a la drépanocytose. Et bien entendu, il n'y a pas de lien génétique entre le fait d'avoir une peau noire ou une peau blanche, puisque c'est essentiellement la résistance au paludisme qui fait qu'on a ou pas la présence du gène drépanocytaire dans les populations. Et donc, le paludisme, il y en a eu dans toute l'Europe, y compris jusqu'à un certain niveau d'Europe du Nord, et par conséquent, et puis dans le Moyen-Orient, etc. Les grandes avancées médicales, eh bien, vous voyez que cette courbe, c'est la courbe d'espérance de vie des drépanocytaires aux États-Unis. C'est une courbe assez ancienne, mais qui aurait peut-être tendance à plafonner un petit peu actuellement. Mais vous voyez qu'il y a une cassure très nette dans les années 70, et ça, c'est dû au fait qu'on s'est mis à comprendre des éléments physiopathologiques majeurs dans la maladie, et en particulier le recours à l'augmentation de l'hémoglobine fœtale grâce à l'introduction de l'hydroxycarbamide en thérapeutique ordinaire. Et puis, bien sûr, la transfusion sanguine qui a été fortement améliorée, et puis de façon de plus en plus importante, bien que marginale dans cette période-là, la transplantation médulaire. Le dépistage néonatal a joué un rôle majeur dans la mesure où on a pu faire diminuer d'un facteur au moins 10 la mortalité dans la période de 0 à 5 ans chez les patients en faisant la prévention des infections graves à germes encapsulés en particulier, et par la vaccination, par l'antibioprophylaxie. Et puis également le dépistage ensuite, un peu plus tard, des complications vasculaires. Et la prévention de l'hypersplénisme aigu
évidemment. Diapositive. Donc, vous voyez que le dépistage se développe et on est vraiment qu'au début encore de ce dépistage, parce qu'il y a beaucoup à faire pour le rendre systématique partout dans le monde, mais ça progresse très nettement, et ceci grâce à des avancées technologiques qui permettent de traiter simultanément de très, très grands nombres d'échantillons de nouveau-nés, de façon avec une sensibilité et une spécificité tout à fait intéressante. Diapositive. Donc, les grandes avancées médicales, vous voyez, la première greffe, elle était un peu anecdotique, mais ça s'est beaucoup développé. Et puis, on arrive avec l'introduction de façon, avec une phase 3 qui a été parfaitement démonstrative de l'utilité de l'hydroxycarbamide. Et puis, les premiers essais de thérapie génique qui ont lieu actuellement. Une lutte qui a été menée par plusieurs acteurs. D'abord, c'est Madame Edwidge Ebakissé, une femme qui s'est battue beaucoup et qui a pu permettre à ce que la drépanocytose soit reconnue au niveau d'abord de l'Union africaine et puis plus tard au niveau de l'ONU. On a été à New York pour ces genres de manifestations, comme vous pouvez voir sur le communiqué de l'OIEB.